Bonjour à tous, moi c'est Antoine Chauffru, je co-hoste le podcast de 108 milliards qui a pour vocation d'aider les gens à cheminer et trouver leur place dans ce monde. Avec Mounia, ma co-host, on a la chance de pouvoir interviewer plein de personnes qui ont des parcours très différents, beaucoup de choses à raconter sur des moments clés de leur vie, sur des moments de réalisation ou de conscience. Et il y a une série qui moi me tient vraiment à cœur dans trouver sa juste place, l'équilibre aussi entre les autres soi, entre l'altérité et embrasser sa singularité. C'est des choses que j'ai déjà pu voir en podcast dans différentes interviews que vous pourrez trouver. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pierre Le Buant, que je pourrais présenter de plein de manières. Mais je pense que ce que j'ai envie de raconter, c'est comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Parce que je le suivais un petit peu sur les réseaux, j'aimais beaucoup sa vibe, j'ai eu l'impression que c'était réciproque. Et Pierre, on s'écrit rapidement sur LinkedIn, il me dit « Oh, mec, ça match, il y a un truc qui se passe entre nous, je pense qu'il faut qu'on se rencontre. » Et du coup, ça s'est passé comme ça, super simplement. Et depuis, j'ai l'impression qu'il y a une amitié qui est née et beaucoup de choses. Grave. Donc Pierre, je suis ravi de t'accueillir au micro. J'ai évidemment plein de questions à te poser. Mais la plus simple, pour démarrer, et vu toutes les discussions qu'on a pu avoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu es heureux ? Et qu'est-ce qui t'a amené à là où tu en es aujourd'hui ? Ouais, j'essaye d'être heureux un peu au quotidien, quoi. Je pense dans cette longue quête que j'ai eue de ma vie à essayer d'être heureux, je me suis rendu compte que le meilleur moyen pour moi d'y arriver, c'était plutôt de rendre compte qu'est-ce qui me rend malheureux ou qu'est-ce qui ne me permet pas d'être plus heureux. Et en fait, à chaque fois que je me pose et que je regarde ma vie au quotidien, les choix que je fais, les gens que je côtoie, je me rends compte qu'il y a toujours plein de trucs en fait qui parfois viennent un peu nuire, affecter mon quotidien. Et je pense, pour moi, ces 10 dernières années, c'était beaucoup de déconstruction de qu'est-ce que j'utilise comme masque, comme croyance qui m'éloigne de qui je suis. Et à mes yeux, en tout cas pour moi, plus je suis loin de qui je suis, moins je suis heureux. Et donc, moi, ma quête pour me sentir plus heureux, ça a plutôt été une quête de me rapprocher de moi-même. Et donc, quand je dis j'essaye, c'est qu'il y a des jours où c'est plus facile, il y a des jours où c'est plus difficile. Et tout en essayant d'être pas trop dans l'analyse, parce que plus je réfléchis, plus je suis encore loin de moi-même finalement. Parce que je suis moins connecté à ce que je ressens. Et donc pour qu'on donne un peu de contexte et qu'on comprenne ton histoire, d'où est-ce que tu viens ? Ouais. Qu'est-ce que tu as traversé et où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Rapidement. Ouais, rapidement, comment faire rapide pour quelqu'un comme moi qui se pose autant de questions. Comme tu veux, alors. Mais ouais, enfin, d'où est-ce que je viens ? Bah, tout simplement, je viens de Lille. J'ai grandi à Lille. J'ai fait mes études à Toulouse. J'étais bien content de quitter mon cocon familial qui est aussi doux et confortable et qu'il était. Je viens d'une famille aisée, je pense globalement heureuse, à travers aussi un peu de souffrance dans notre histoire. Parce que voilà, j'ai perdu un petit frère assez jeune. Et voilà, mes études à Toulouse. Et ensuite, je suis rapidement parti à l'étranger, directement déjà pendant mes études. Je suis parti au Cambodge, à Londres. Et ensuite, j'ai fait mon début de vie pro à Berlin, où j'ai passé 4 ans et demi à bosser voilà, dans une entreprise. Ensuite, je me suis très rapidement lancé à mon compte à l'âge de 27 ans en tant que coach. J'ai fait pas mal de choses d'ici là. J'ai déménagé à Barcelone. Voilà, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai lancé mon podcast également. Je me suis formé aux techniques de respiration parce que tout simplement, moi, ça me faisait me sentir beaucoup mieux. Et plus récemment, je suis rentré en France cette année, qui est une grande étape pour moi parce que ça fait près de 10 ans que je dis que plus jamais je rentrerai en France. Et tu m'aurais parlé il y a quelques années, je t'aurais dit que ma plus grande peur un jour, c'est de réavoir un CDI. Parce que toute ma vie, je serai entrepreneur. Et pourtant, il y a 2 semaines, j'ai commencé un CDI avec un de mes clients en coaching. Donc voilà, un peu rapidement, mon parcours sans rentrer dans les détails, quoi. C'est intéressant. Je vois autour de moi énormément de gens qui doutent de leur légitimité, surtout sur ce métier de coach, qui est tellement lié à l'être, beaucoup plus qu'au faire, que plein de gens se cassent les dents, entre guillemets. Qu'est-ce qui, à 27 ans, te fait l'accepter, te fait l'embrasser et te dire « bah oui, je suis totalement légitime et je peux aider les gens ». Bah, je pense que je me suis jamais trop posé tant que ça la question de la légitimité.
Enfin, j'essaie plutôt de me poser la question, est-ce que ça va me rendre heureux? Est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire? T'es joueur de foot dans une équipe à 18 ans, tu peux te poser la question, est-ce que je suis légitime? Mais la vraie question, c'est est-ce que je peux apporter de la valeur à cette équipe? Et moi, ma seule métrique, c'était quand je parle à des gens, quand eux s'ouvrent à moi et dans ma posture, ma manière de les écouter, de leur poser des questions, est-ce qu'il y a certaines personnes à qui ça peut aujourd'hui apporter de la valeur? Et moi, dans mon ancienne entreprise, du coup à Berlin, pendant 3 ans, j'ai été manager, puis manager de manager. Et en tout cas, en tant que manager, j'apportais pas mal de valeur. Et les personnes que j'accompagnais en coaching dans cette entreprise aimaient beaucoup nos interactions. Et je pense, moi, j'étais là-dedans le plus heureux, en fait. Et donc, si j'arrive à apporter de la valeur et qu'en plus, ça me rend heureux, pour moi, la question de la légitimité, c'était plutôt comment est-ce que je peux vivre de cette activité et du coup trouver les personnes qui vont recevoir de la valeur de par qui je suis, quelle posture j'utilise, les questions que je pose, sachant que c'est évident qu'à 27 ans, ça va pas correspondre à tout le monde. Mais où est-ce qu'on va me trouver et comment est-ce que je peux parler à la bonne personne, quoi. Ça a été surtout ça les questions que je me posais, je dirais. Et donc à l'époque, comment t'as été d'abord coach interne avant d'être à ton compte, si je comprends bien? Bah, quand je suis passé manager, j'étais nul en fait. J'ai été un peu le type de manager qui a besoin de se sentir aimé, reconnu. Donc pour ça, qui est trop doux, trop gentil. Et en fait, je me faisais pas respecter. Et pour moi, j'ai quelques grandes phrases que je dis parfois. Pour moi, l'exigence, plus je suis exigeant avec moi-même et avec les autres, plus on me respecte, entre guillemets. Alors que quand je suis trop doux et trop gentil, on se dit, mais Pierre, en fait, il nous dit pas les choses, quoi. Donc j'ai eu un moment où un jour, je me suis ouvert à mon équipe et je leur ai dit, en fait, j'y arrive pas. Genre, j'ai eu un peu un déclic, ça arrivait en même temps qu'une rupture amoureuse, donc j'avais un peu plus rien à perdre. J'allais perdre mon boulot, j'étais célibataire, il n'y avait plus rien qui allait. Et je suis allé vers mes équipes et je leur ai dit, en fait, voilà, j'ai besoin de votre aide. Genre, soit moi je me barre, soit je fais quoi? Je vous vire, parce que vous êtes aussi un peu toxique que moi, qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc je leur ai dit, je vous propose, on fait la rétrospective de ces 6 derniers mois. Moi, j'ai besoin de vous comprendre en fait. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette équipe? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Et ensuite, j'aimerais bien aussi vous partager mon histoire sur ces 6 derniers mois. Qu'est-ce qui était plus difficile pour moi? Et vous voyez bien que je me donne, mais j'y arrive pas. Et voir en fait si à la fin de cette conversation, on peut pas faire des choses de ouf ensemble, quoi. Qu'est-ce que ça a donné? Moi, je pensais qu'ils allaient me défoncer. Ouais. Mais pas du tout. En fait, pour la première fois, je me suis rendu compte à ce moment-là de la puissance de la vulnérabilité. Moi qui avais tout le temps essayé de prétendre, aller bien, sourire, dire ça va, alors qu'en fait, c'est tout le temps, évidemment, c'est parfois la galère. Et là, je me suis rendu compte que quand tu t'ouvres et que les gens, du coup, en savent plus sur toi, tu leur donnes l'arme, entre guillemets, de te blesser, parce qu'ils ont du pouvoir. Mais c'est aussi, à mes yeux, la première variable d'une relation vraiment puissante et profonde, quoi. Donc, pour moi, la base de la confiance, c'est la vulnérabilité. Et on le voit bien dans une relation amoureuse ou des associés d'entrepreneurs. On a besoin de se dire les choses, de partager ce qui est plus difficile pour nous, pour se regarder dans les yeux et dire « Ok, on se comprend. Ok, je sais qui tu es, je sais ce qui est plus difficile pour toi. Mais néanmoins, je ne l'utilise pas contre toi, mais ça me permet d'être plus proche de toi. » Tu vois. Et je te vois, tu te poses une question. Ça te fait réfléchir ou... Ouais, ça me fait réfléchir. Et je me dis, qu'est-ce qui, dans ton histoire personnelle, a du coup fait écho à ce moment-là? Et pourquoi est-ce que tu étais dans cette quête d'amour, sur ce médium-là avec eux? Ouais. Et en quoi est-ce que tu as bougé, du coup? Où est-ce que ça t'a amené? Ouais, moi je pense qu'on a tous besoin d'être aimés. Je pense qu'on cherche tous à être aimés, à faire partie d'un groupe, c'est assez naturel. Et je pense que notre environnement, notre éducation, il va vachement jouer. Et je sais pas si je viens d'une famille qui cherche particulièrement à être aimé. Je pense aussi qu'il y a un sujet d'estime de soi là-dedans. L'estime de soi, c'est à quel point je m'aime, à quel point je pense que je mérite de vivre. Et si elle est relativement faible, on va penser ou s'imaginer que notre estime de soi, elle est basée sur ce que les gens pensent de nous. Donc c'est la valeur de mon estime de moi, évolue en fonction de ce que les gens disent ou pensent de nous. Et donc du coup, si elle est basse ou elle est faible, on peut être amené à chercher à faire plaisir ou chercher à être aimé dans l'espoir qu'on va se sentir mieux ou qu'on va être plus aimé. Donc tu étais gentil en tant que manager pour rechercher l'amour auprès de tes collaborateurs? Je pense que c'était des questions qu'à l'époque, je me posais pas. Tu vois. Oui, même inconsciemment, c'est ça que tu veux dire? Ouais. À l'époque, j'en ai aucune idée. Je cherche juste à bien faire, tu vois. Et
Et donc, quand toi, tu leur exposes ça, Ouais. eux, ils te disent, en fait, on sent que tu fais ce que tu peux. C'est pas forcément ce dont on a besoin, mais on n'est pas en train de mettre en doute ta légitimité ou peut-être pas l'amour qu'ils te portaient, mais en tout cas, ils étaient attachés à toi. C'est ça que je comprends. Bah, moi, ils ont réagi à ça en me disant merci, en fait. Genre, bah, merci de venir nous voir, en fait. Nous, on se sent considéré, on se sent respecté, on se sent vu parce que tu viens nous voir et tu prends le temps de partager, toi, ce que tu vis. Et merci, quoi. Je pense que là, l'histoire que je t'ai partagée, elle était très centrée sur moi. Mais moi, du coup, qui cherchais à faire mes preuves, moi qui cherchais à être aimé, mais pas une seule seconde, je me suis dit, mais de quoi eux, ils ont besoin pour se sentir mieux, plus épanouis dans l'équipe, de quoi ils ont besoin pour performer, pour sentir leur place. C'était très centré sur je veux réussir en tant que manager, quoi. Et là, du coup, on arrive au coaching, mine de rien, où un bon manager, il est capable de s'intéresser aux autres, pas juste réfléchir à comment moi je peux être bon manager, mais comment est-ce que je peux permettre à mes équipes de se sentir plus épanouies et surtout de performer. On a tous besoin de performer dans ce qu'on fait. Enfin, pour moi, c'est assez évident, sans rentrer dans le détail, mais parce que ça peut être un sujet aussi intéressant. Et là, je me suis rendu compte que plus je m'intéresse aux gens, plus je leur pose des questions, plus ça noue des relations fortes, plus ça permet aussi aux gens de eux s'épanouir et de performer. Et j'essaie de faire et du coup bien comprendre et de faire le lien avec l'estime de toi. Ouais. Donc si je comprends bien, jusqu'ici tu avais une estime de toi plus faible parce qu'elle était liée à ce que tu pensais que les gens allaient penser de toi. Et à un moment tu as embrassé plutôt qui t'étais, tes vulnérabilités et peut-être ce qui pouvait te mettre en difficulté. Ouais. Et paradoxalement, c'est là où du coup ton estime personnelle a d'un coup grandi. Ouais, carrément. Bah, je pense on revient à ce que je disais un peu tout à l'heure, où quand j'essayais d'être bon manager, j'essayais pas d'être moi-même. J'essayais pas de... Pour moi, être soi-même, c'est dire ce que je pense. C'est regarder les autres et leur dire « mais je suis pas d'accord avec toi ». Regarder les autres et leur dire « waouh, tu fais du super travail en fait ». Toutes ces choses-là, parfois, on cherche trop à analyser, à réfléchir à la posture qu'on devrait avoir par rapport au rôle dans lequel on est. Et moi, j'étais très éloigné de qui j'étais. J'essayais de rentrer dans le rôle du manager. Ok, je suis manager maintenant. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qui je dois être ? Et pour moi, quand il y a un décalage entre qui je suis et ce qui je montre, on est à côté de ces ponts, quoi. De ouf, ouais. Et tu peux pas être heureux non plus. Clairement, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si t'es dans le rôle, t'es pas dans l'être. Parce que tu te concentres sur le faire, sur l'image que tu renvoies, et pas du tout sur à quel point ça résonne chez moi, à quel point je suis aligné, etc. Ouais, complètement. C'est sûr que dans un rôle d'interaction, que ce soit le coach ou le manager, en fait, moi j'ai l'impression aujourd'hui que tout commence par soi. Ouais. Et c'est assez facile à dire. Je pense que c'est même facile de s'en rendre compte. Ouais. Mais réussir à le maintenir au quotidien dans la durée, je trouve ça plus difficile. Genre entre nous, j'aimerais te regarder dans les yeux et te dire que, allez, 8 ans plus tard, moi, mon estime de moi, elle est au top en permanence. C'est pas du tout le cas. Je comprends bien ce sujet-là. Je sais exactement comment faire pour me rapprocher d'une estime de moi qui est saine. Mais au quotidien, c'est pas toujours le cas. Et alors, comment tu as développé et nourri cet amour de toi, cette estime de toi ? Ouais. Depuis, puisque j'ai l'impression que ça a été un peu un moment de transition, charnière. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Comment tu as continué à vraiment nourrir ça et à l'embrasser ? En fait, à te rapprocher tous les jours un peu plus de toi ? Ouais. C'est une bonne question. Je pense quand j'allais pas bien, j'étais toujours en tension. J'ai eu la chance d'avoir été accompagné par une psychologue à Berlin pendant plusieurs années. J'ai adoré. Et on a mis le doigt sur certaines choses, des peurs, parfois un peu d'addiction, d'adaptation. Moi, j'avais beaucoup le sentiment d'abandon en relation amoureuse. Ça me rendait très anxieux. Et très rapidement, je mets le doigt sur certaines choses que je fais, que si je les fais, vont me rendre plus anxieuse. Okay. Et t'as des exemples ? Ouais, des choses toutes bêtes, la pornographie par exemple, mais aussi les jeux vidéo. Aujourd'hui, je pense, si je dis que si je passe une demi-heure à scroller sur mon téléphone, après je me sens comme une merde, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, tu vois. Ouais. Et du coup,
moi, comment est-ce que je me suis rapproché de moi-même? J'ai essayé d'identifier tous ces petits sujets que je faisais et qui, je ne savais, ne me faisaient pas du bien. Et au début, ma technique, c'était OK, on va comprendre ce que c'est, on va les arrêter totalement. Ça demande de la volonté, de la discipline, ça demande de la conscience, parce qu'il faut observer en temps réel ce qu'on fait. La plupart du temps, si on l'a fait toute notre vie, on s'en rend pas compte. Et j'ai souvent cru que ça, c'était le travail. Que le travail, c'est j'identifie, j'observe, et ensuite, j'essaie d'arrêter, et je crée une nouvelle habitude en X jours, etc. Et ça m'a amené un lot de déceptions phénoménales, parce que moi, ça fait des années que je suis un peu dans ces sujets-là, et 5-6 ans plus tard, je me rends compte, parfois, je vois de la tension en mode, mais merde, quoi. Ça fait des années que je bosse sur ces trucs-là, je pensais que c'était derrière moi, ça revient encore, c'est quoi ce délire, tu vois? Et je pense que c'est un peu ma réalisation de cette année, que le vrai développement de soi, développement personnel, on l'appelle comme on veut, pour moi, c'est pas l'arrêt total d'une habitude ou d'une facette de qui on est, mais plutôt c'est la diminution de la tension que je peux avoir lorsque je suis dans une facette de moi qui me plaît moins. Je vais te donner un exemple. Une des addictions que j'ai pu avoir, notamment pendant le Covid, on appelle ça addiction, on appelle ça comme on veut. J'étais très intéressé par les échecs en ligne, tu vois. Et moi qui peux être très compétiteur, mon coloc hongrois faisait des échecs, et je me suis dit, mais en fait, je vais tout faire pour le battre. Et j'ai pas mal fait d'échecs, et au bout d'un an, je dis, ok, j'ai plus de vie, il y a un niveau de dopamine qui est tellement élevé quand tu fais une partie d'échecs qui dure 3 minutes, et que t'en fais pendant 6 à 8 heures d'affilée. Donc tu fais plus rien à côté, tu dors échec, tu fais pipi échec, tu prends ta douche échec, ça n'a plus de sens. Et donc du coup j'ai réussi à arrêter. Et les années qui ont suivi, j'ai eu des petites périodes parfois où pendant 2 semaines, entre guillemets, je retombais. Et qu'est-ce que je m'en voulais, quoi. Qu'est-ce que je m'en voulais parce que pendant 2 semaines, je passais à côté de tout ce que j'aimais en fait un peu dans la vie, mes amis, un podcast, le sport. Et maintenant aujourd'hui, je suis en paix avec le fait que parfois je vais me refaire une journée d'échec ou 1 heure d'échec, ou en fait peu importe. Et à chaque fois que je mettais de la tension à absolument arrêter quelque chose qui à mes yeux me fait du mal ou ne me permet pas d'être moi-même, ça crée quasi l'envie d'aller explorer, tu vois. C'est comme un enfant, si tu lui interdis de faire quelque chose, il va avoir envie de le faire. Et là aujourd'hui j'autorise tout parce qu'au fond ça va, et que il y a rien de pire que la tension que je mets quand je suis cette version-là de moi-même, alors que si je me laisse libre, tout le temps je reviens vers moi, Pierre qui se sent bien, qui aime bien faire des choses simples, méditer, écrire, voir les gens qu'il aime, faire du sport. Et voilà, quoi. Et donc, si on doit prendre un pas de recul, ce qui te met en tension, c'est de tomber dans des comportements de gratification instantanée. Ouais. Et donc, au fur et à mesure, au lieu d'arrêter tous ces comportements-là, tu t'es dit, ils peuvent arriver, et je suis OK avec ça, et je sais que de toute façon, ils vont pas me dépasser. Je suis pas une machine, en fait. On n'est pas des machines, et c'est bien de vouloir être la meilleure version de soi-même, mais l'objectif de la vie, c'est pas d'être la meilleure version de soi-même, tu vois. Pour moi, l'objectif de la vie, c'est plutôt de se sentir bien avec soi-même, tu vois. Et ça va créer de la tension si à chaque fois, je suis pas la meilleure version de moi-même, parce que j'ai l'impression d'être un peu de rater ma vie, finalement, quoi. Alors que si je suis bien avec moi-même, avec une version qui me plaît un peu moins, parce que je préférais ci, je préférais ça. Ouais, mais en fait, y a plein de choses qu'on décide pas dans la vie, entre guillemets, et la seule chose qu'on décide, c'est comment on se sent par rapport à ce qui nous arrive. Je choisis pas où je nais, je choisis pas qui sont mes parents, je choisis pas leur aisance financière, je choisis pas la voiture qui va me renverser, qui était en effraction, et donc je me pète les 2 jambes et je peux pas faire du sport pendant 6 mois. Ça m'est pas arrivé, mais c'est un exemple, tu vois. Et donc si on est en tension par rapport à ce qui nous arrive, on va être en tension permanente, parce qu'il y a plein de choses qu'on choisit pas. Et donc moi, j'essaye au mieux de me sentir bien avec ce qui est, tout en mettant évidemment en place des actions et d'être acteur de ma vie pour l'optimiser et faire plus de ce qui me rend heureux, faire plus de ce qui me rend heureux et moins de ce qui me rend moins heureux, quoi. C'est intéressant parce que on est du coup dans une sorte de dilettante entre je veux surtout pas de l'injonction de la performance, mais je veux quand même optimiser. Peut-être que le décalage, il est sur qu'est-ce que tu optimises. Tu optimises des choses qui te rendent heureux et tu n'optimises pas du coup des choses qui sont socialement efficaces ou performantes. Ouais, pour moi, la performance,
c'est bien si c'est pour les bonnes raisons. Optimiser, c'est bien si c'est pour les bonnes raisons. C'est agréable de se sentir performant dans ce qu'on fait. Ça nous donne de la dopamine, de la bonne dopamine. On se sent vivant, entre guillemets. L'optimisation, que ce soit de son temps, que ce soit de son quotidien, si on réfléchit pas à ce qu'on fait et qu'on est toujours en pilote automatique, on passe peut-être moins de temps avec les gens qu'on aime. On fait peut-être moins de choses qui nous donnent du plaisir ou qui nous épanouissent. Optimiser son temps, c'est regarder objectivement aujourd'hui ce que je fais et dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas moyen de manière un peu intelligente et avec un peu de bon sens de changer 2-3 trucs pour que mon temps soit mieux utilisé au quotidien, pour me permettre d'avoir un quotidien plus agréable, quoi. Ça te parle ? Ouais, vachement. Je réfléchis à comment t'as mis ça enfin, à quel point t'as fait des essais, erreurs, par où est-ce que t'es passé pour te dire, ok, maintenant je suis bien avec ce que j'ai et j'ai entre guillemets un niveau suffisant. Parce que pour arriver, je trouve, à ce niveau-là de détachement et d'être, c'est déjà un beau cheminement, tu vois. Et peut-être que c'était la même chose à 27 ans, t'étais déjà coach, aujourd'hui, à 30 ans et quelques, c'est ça, hein. 32. Tu te sens bien et tu te sens aligné. Et donc, c'est à quel point on doit, on va dire, se casser les dents pour arriver à ça. C'est intéressant que tu dises se casser les dents parce que moi, avec du recul, je me rends compte que sur ces 10 dernières années, ma première variable du changement, c'était la souffrance. Ce qui veut dire que à chaque fois que j'arrivais dans une situation, enfin là, j'ai peut-être l'air de quelqu'un qui a l'air d'être hyper bien dans sa vie, détendu, qui a compris plein de choses. La réalité, c'est que aujourd'hui, en ce moment même, ce matin, j'avais un peu le dos tendu parce qu'il y a certaines choses que je comprends pas forcément en ce moment et qui me tendent, tu vois. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui m'a amené à réfléchir sur moi, j'ai pas la sensation d'avoir tant de mérite, entre guillemets, parce que j'étais dans des situations où j'avais atteint un tel degré de souffrance par le non-changement de la situation dans laquelle j'étais ou l'acceptation d'une situation qui se dégradait pendant si longtemps que à un moment donné, j'ai eu un peu tu te laisses mourir au fond de la piscine, tu coules et tu dis vas-y, j'en ai marre. Et à un moment donné, tu te dis non, en fait, je vais pas. C'est un peu cette réaction de survie. Et moi, quand même, les grands changements dans ma vie, ça a été un peu de la survie au début, quoi. Trop de souffrance, je pète mon câble et je balance tout et je veux absolument me sentir bien parce que j'ai trop souffert et je veux plus jamais me sentir comme ça, quoi. Donc moi, ça a été surtout de la souffrance qui m'a amené à réfléchir à ce que je fais, aux évidences que ce que je fais parfois, ça peut rien me donner de bon, et avec un peu de courage, essayer de mettre en place des choses, arrêter de faire des choses qui me font pas du bien, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que du coup, tu cherches la souffrance pour trouver peut-être tes prochaines zones de développement, ou c'est plutôt... En fait, je pense que ma question, c'est... Comme tu es beaucoup dans l'évitement, est-ce que tu t'en rends compte forcément trop tard, ou est-ce que tu sens que ça arrive doucement et tu te dis, bon, il faut que je creuse et que j'aille jusqu'à un certain niveau pour mettre en place quelque chose ? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai une tolérance à la souffrance qui est beaucoup plus faible qu'avant. Ok. Où avant, je pouvais atteindre un niveau de souffrance à 90% de souffrance, où ensuite je suis sorti de là et j'étais l'homme pendant 3 mois le plus heureux du monde, un peu ébahi, voire même niais, qui sourit tellement il est en crise d'endorphine, tellement il a besoin de compenser sa souffrance par être hyper bien, quoi. Bon, j'ai eu plusieurs un peu étapes comme ça et aujourd'hui, j'attends beaucoup moins de me sentir à côté de la plaque, entre guillemets, parce qu'on développe aussi une certaine forme d'intolérance. On dit « Ah non, je ne veux pas rentrer là-dedans, quoi ». J'aime bien prendre l'exemple du burn-out. Ouais. Quelqu'un qui va aller loin dans le burn-out, genre mais très très loin. Allez, il y a beaucoup de chances qu'aujourd'hui tu lui parles et soit prof de yoga ou hypnothérapeute, tu vois. Je grossis le trait, mais c'est fréquent. Moi, j'en ai entendu plein des histoires comme ça, tu vois. Et il va te raconter, cette personne-là, qu'au moment de rentrer au taf, après son burn-out, tout son corps lui a dit non et c'est là qu'il a tout plaqué, tu vois. Quelqu'un qui va faire un burn-out plus léger, il va peut-être juste changer de taf. Un autre burn-out plus léger, il va juste prendre un mois de vacances, il va partir à Bali, etc., etc. Et moi, aujourd'hui, les shifts que je peux avoir quand j'atteins un niveau de souffrance X, Y, Z, sont moins forts que ceux que j'avais avant. Et c'est justement, moi, mon objectif, c'est de pouvoir, aujourd'hui, me sentir bien au quotidien sans avoir en permanence à, comme tu dis, soit aller chercher de la souffrance, ce que j'ai pas l'impression de faire,
parce que j'ai plutôt tendance à éviter la souffrance. Ouais. Mais en l'évitant, je me retrouve dans une situation où la souffrance est pire, parce que l'évitement de l'évidence amène à un quotidien qui désaligne complètement. Et pour que ce soit concret, tu pourrais nous donner des exemples que tu as vécu ? Ouais, je pourrais donner un exemple. Je pense ma vie à Barcelone, peut-être l'année dernière, où c'était évident que j'étais pas heureux ou plus heureux à Barcelone. Ça faisait 2 ans, un peu plus de 2 ans que j'habitais là-bas. Et moi, dans ma vie, j'aimerais bien à ce moment-là me dire, ok, on se sent pas hyper heureux, donc déjà on a conscience de ça, on se pose, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend moins heureux, et du coup, qu'est-ce que je fais en fait, tu vois. Moi, évitement, en toute honnêteté, j'ai pas mal picolé, j'ai pas mal fumé. C'est désagréable en fait de pas se sentir. T'as 31 ans, t'habites dans une ville, tu sais pas où tu veux habiter, t'as ton boulot qui te rapporte de l'argent, etc. Mais il y a des trucs qui vont pas. J'étais en rupture amoureuse, mais c'est un peu c'était trop dur pour moi de regarder, tu vois. Donc du coup, j'ai fait la teuf. Et je me suis fait kiffer comme un ouf jusqu'à ce qu'il y a un moment donné, je fasse des petites crises d'anxiété au début de l'été en mode mais qu'est-ce que je branle, tu vois. Ouais, donc à nouveau, comme tout à l'heure, en fait, c'est un peu des plaisirs instantanés. Ouais. Et tu te caches là-dedans et tu t'immerges là-dedans, mais ça enlève pas le mal-être plus profond. Ouais, complètement. Et à ce moment-là, je suis pas au bout de ma vie du tout, tu vois. Genre, j'ai des amis de ouf, je vis de mon activité, Ouais. genre, il y a plein de trucs qui se passent bien. Mais il y a des trucs qui vont pas, et c'est vrai que moi, j'ai naturellement eu cette tendance, et c'est ce qui fait que peut-être je me pose plus de questions que d'autres, à éviter absolument tout ce qui peut me faire sentir inconfortable, notamment une situation que je comprends pas, tu vois. Oui, en fait, tant que tu la comprends pas, c'est sûr qu'il y a de l'inconfort. Jusqu'à ce que tu mettes le doigt sur le sujet, et bizarrement, ça va mieux. Ouais, exactement. Ce que je comprends, c'est que du coup, ta vie, ça a été une suite de moments que j'appellerais cocotte minute, où, entre guillemets, t'as trop été dans l'intensité et ça a explosé. Ouais. Et aujourd'hui, c'est comme si t'avais un peu ouvert l'opercule et il y a de la vapeur qui sort tout le temps. T'es peut-être plus en lien avec toi, plus dans l'écoute, et du coup, t'as plus besoin d'exploser. Ouais, je sais pas une cocotte Je te le minute. souhaite, en tout cas. C'est pas une cocotte minute très fluide non plus, tu vois. Mais c'est clair que ça marche par à coup parfois. Et parfois, c'est hyper fluide, quoi. Parfois, c'est hyper fluide, où j'ai mes routines qui me font du bien. J'ai un lifestyle qui me permet d'être plus près de la nature au quotidien. C'est pas le cas aujourd'hui, j'habite Paris. Mais évidemment, il y a plein de périodes prolongées qui se passent hyper bien. Mais il y a aussi des périodes où c'est tout simplement un peu plus flou, quoi. Mais voilà, comme je te disais, aujourd'hui, mon objectif, c'est de pas être dans la tension quand justement il y a des choses que je comprends moins ou peu, parce que tout va bien, tu vois. Et justement, un peu en préparation de notre podcast, de cet épisode, on parlait de ton historique familial. Ouais. Et notamment d'avoir grandi dans un environnement très, je dirais, psycho. Ouais. Tu pourrais l'expliquer évidemment beaucoup mieux que moi. Est-ce que tu penses que ça t'a donné des outils ? Est-ce que tu penses que du coup tu es exposé à tout ça, tous ces concepts, toutes ces théories très tôt ? Est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé ou est-ce que justement ça t'a amené à te poser autant de questions, etc. Je veux bien d'abord que tu redonnes le contexte, peut-être, et après on creuse ça. Du coup, pour donner un peu de contexte, moi, mon père est entrepreneur, ça fait plus de 25 ans qu'il fait du coaching. Il lisait Carl Rogers. J'ai un bouquin à côté de ma table de chevet, il est marqué Christophe Le Buan, Carl Rogers, 1993, un truc comme ça. Okay. L'année de ma naissance, qui était quand même pas hyper commun à l'époque. Oui, il y en avait très peu. Ça arrivait en 94 en France, le coaching. Bah voilà, donc ça te donne une idée. Donc lui, il s'est intéressé très tôt à ces choses-là. Moi, ma mère est psychologue. Elle était entrepreneuse aussi au début. Elle a repris une formation de psychologie en 97 dans ces eaux-là, tu vois. Okay. Et en fait, c'est intéressant parce que toi, du coup, tu vois mon environnement comme très axé après sur ces sujets-là, du coaching, la psychothérapie, etc. Un catalyseur. Un catalyseur. Moi, pour le coup, j'en ai eu aucune idée, quoi. Et j'ai grandi dans ma famille, je pense, comme tout le monde, où on se dit que notre famille, elle est normale et elle est un peu comme les autres. Ouais. Et c'est vrai que ça fait que quelques années où je commence à comprendre qu'on a un peu une famille différente sur certains sujets, où il y a beaucoup de vulnérabilité dans ma famille, beaucoup de partage.
Il y a quelques années, c'était un peu le gag, mais chaque année, on se retrouvait, on fêtait le Noël ensemble ou le réveillon, et on faisait un tour de table. On partage une chose qui était vraiment chouette pour nous cette année, une chose qui était plus difficile à vivre cette année, tu vois, et on fait un tour de table et on s'écoute parler, on pleure un peu les uns après les autres. Assez lunaire, tu vois. Et du coup, ça veut dire que tu as grandi, peut-être à la différence de beaucoup d'entre nous, autres hommes, autres gens de notre génération, avec un père qui était proche de ses émotions. C'est une bonne question. Est-ce que mon papa est proche de ses émotions ? J'aurais tendance à dire oui, mais il a aussi une forme de pudeur, tu vois, par rapport à ça. Il dégage un peu une aura, tu vois, qui fait que il peut aussi parfois, en tout cas pour nous enfants, en tout cas pour moi, peut-être difficilement accessible, entre guillemets, par l'idéalisation que j'ai pu faire de mon père, tu vois. Mais proche de ses émotions, en tout cas, je pense plutôt présent. Par présent, mais vraiment de la vraie présence. Il te regarde dans les yeux, tu sens une disponibilité émotionnelle forte, tu vois. Ce que je ressens aussi énormément chez toi. Ouais. Potentiellement, c'est pour ça aussi, je dis un terreau fertile. Complètement. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à apprendre le coaching, ses théories, les écrits, etc. Moi, j'ai fait ma formation de coaching et c'était intéressant. Et ensuite, j'ai jamais suivi rien d'autre que ce que me disait mon corps et mon intuition en temps réel, tu vois. Donc, quand tu parles de terreau fertile, je pense que ça vient de là où j'ai la sensation que moi, dans ma pratique, c'est pas commun. Et en tout cas, pour avoir vu beaucoup de coachs essayer de se développer et qui me posaient énormément de questions, en fait, plein de fois, j'avais pas la réponse, tu vois. Parce que pour moi, tout était très intuitif. Je dis, je sais pas, j'essaye d'écouter quelqu'un. J'essaie de le comprendre tel qu'il se comprend. C'est quelque chose qui me paraît pas juste. Je lui dis, je comprends pas, ça me paraît pas juste. Et si j'ai la sensation... c'est en fait très désarmant. Ouais. Pour quelqu'un qui fonctionne que à la tête. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est le même parallèle avec le manager que tu as été. En fait, quand tu essayais d'être manager, t'étais pas dans l'être, t'étais pas dans l'instant, t'étais pas dans ce que tu ressentais. Donc, t'étais à essayer de calquer un rôle ou des comportements que tu imaginais bons. Ouais. Et quand enfin tu t'es connecté à toi, bizarrement, ça allait beaucoup mieux avec ton équipe. Ouais. Et là, c'est un peu la même chose. En coaching, c'est ça. C'est fou. Moi, ça m'a vachement inspiré quand je t'ai rencontré, tu vois, parce que donc j'avais fait mes études de psycho 5 ans, où on te file plein d'outils, on te fait des topos sur la posture, l'éthique, etc. Mais en réalité, on ne te fait pas travailler sur toi. J'ai eu la chance d'avoir été formé par Mounia, et Mounia, elle considère que la formation, et du coup maintenant on considère tous, on a mis ça en place pour que la formation soit une transformation, en plus des outils qui arrivent. Mais du coup, je vois bien que c'est pas du tout une approche normale du coaching dans les grandes écoles, dans ce que je peux voir autour de moi. Ce qui fait que tu as plein de gens qui font de l'accompagnement qui sont très intellectuels, qui ont beaucoup de théories. Et je sais que chez toi, l'intuition, la place de l'intuition, ça m'avait beaucoup marqué dès le début. Ouais. Comment est-ce que tu as musclé ça ? Comment est-ce que tu as appris à faire de plus en plus confiance à ça ? Et comment peut-être tu l'aides aussi chez des clients ou chez des gens que tu accompagnes ? Ouais, c'est une bonne question. Honnêtement, j'ai pas la sensation d'avoir tant cherché à travailler mon intuition, mais plus à m'autoriser à dire ce que je ressens ou ce que je pense. Je crois que ce que je veux dire par travailler l'intuition, c'est du coup la facilité d'accès que tu as toi à ton ressenti en résonance avec ce que l'autre t'amène. Ouais. Je pense que la meilleure réponse que je pourrais donner à ça, c'est on vit dans du bruit permanent. Du bruit extérieur, mais surtout du bruit intérieur, c'est nos pensées. Je pourrais dire 15 choses sur cette salle. Je pourrais penser à ce que je vais faire ce soir. Je pourrais penser à ce que j'ai fait hier. Je pourrais penser à la prochaine question que tu vas me poser. Tout ça, c'est du bruit. Et plus je suis dans ce bruit intérieur, moins je suis centré sur toi. Ce qui se passe, c'est toi, ton non-verbal, la subtilité des mots que tu vas utiliser, les légères croyances qu'il y a derrière les questions que tu me poses ou ce que tu me partages. Et pour moi, c'est avant tout cette capacité à faire taire ce bruit permanent qui a chez nous, qui a chez moi été très présent, notamment, qui est souvent très lié à un peu l'anxiété. L'anxiété, plus ce bruit est intense, et il suffit que ce bruit, et qu'on pense à quelque chose qui pourrait nous faire du mal ou qui pourrait nous blesser, ça continue et boum, c'est le début d'un cercle vicieux. Et
moi, mieux conscientiser mon narratif, du coup, intérieur, sa densité, et ça permet de parfois diminuer le volume et de me centrer sur l'autre. Et donc, historiquement, ta souffrance, elle est liée à l'intensité de ce bruit ou c'est pas forcément corrélé? Ouais, c'est hyper corrélé. Il y a deux choses, je pense. Il y a moi, déjà le bruit, il m'a fallu bien des années pour comprendre que ce qui se passait dans ma tête, c'était très dense. Et ça l'est pas nécessairement pour tout le monde. Et donc, du coup, évidemment, cette densité a un potentiel destructeur, mais elle a aussi un potentiel extrêmement positif. Ouais. Moi, dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est ma passion. Quand j'ai bossé 3 ans en start-up à Berlin, je me réveillais le matin, j'avais 15 idées, tu vois. Et j'allais tellement loin dans mes idées que tu commences à développer un pouvoir créatif qui est hors du commun. Et ce qui fait que quand tu penses même aux gens, à ce qu'ils font, où ils pourraient être dans la boîte, comment ci, comment ça, tu lances un nouveau pays. Donc en fait, tu deviens un super-héros dans le milieu de l'entreprise, tu vois. Moi, c'était un peu mon cas, quoi. Mais néanmoins, quand le fruit de tes pensées, ça va être mais est-ce qu'elle va me quitter? Ou alors est-ce que je vais perdre mon job? Ou alors ça va pas dans ma vie? Et que tu dis mais ouais, ça va pas dans ma vie, puis en même temps c'est normal parce que si, parce que ça, et que ça ne s'arrête pas, c'est dur, quoi. Donc pour moi, les pensées, c'est un pouvoir, mais être capable de nourrir des pensées agréables et de diminuer l'intensité quand on le souhaite, ça c'est un super pouvoir pour le coup. Et donc aujourd'hui, tu as des pratiques qui te permettent de nourrir des pensées agréables? Ouais, bien sûr. Tu parlais tout à l'heure de la méditation, il y a peut-être d'autres choses? Ouais, bien sûr. Alors pour moi, il y a 2 types de pratiques. Il y a une pratique pour regarder et ajuster la qualité des pensées qu'on va avoir au quotidien. Et il y en a une autre pour diminuer l'intensité des pensées ou alors d'augmenter l'espace pour ces pensées. On dit souvent ça en méditation, que l'idée, c'est pas de pas penser, mais plus de faire plus d'espace à ces pensées pour qu'elles prennent moins de place, tout simplement. Okay. Et donc concrètement? Concrètement, moi, il y a de la méditation. J'aimerais tellement dire aux auditeurs, etc., que je médite tous les jours, 1 heure par jour, pas du tout. Parfois, je médite tous les jours pendant 1 semaine, parfois tous les jours pendant 1 mois, ce qui est plus rare. Mais je sais que rétrospectivement, les moments dans ma vie où j'étais le plus heureux, c'était les moments où je méditais quotidiennement. Les méditations, c'est très bien pour les pensées. Je fais beaucoup de respirations, notamment des respirations de la méthode Wim Hof, qui, elles, me permettent d'être dans un état qui va me permettre de me sentir mieux au niveau neurologique du terme. Enfin, c'est vraiment un reset du système nerveux pour moi, la respiration Wim Hof. L'écriture, pour moi, c'est très utile parce qu'elle va me permettre de mieux conscientiser la qualité des pensées que j'ai au quotidien. Si je vois que j'écris que des trucs en mode de toute façon c'est de la merde, puis je me sens pas bien ici, Paris, cette ville, il y a trop de bruit, les Parisiens, tout le monde fait la gueule, etc. Je me dis oh là là, alors c'est sûr ça, on va pas se sentir bien. Donc l'écriture, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et ensuite rien de nouveau pour moi, le sport c'est ouf, me coucher tôt, des petites pratiques toutes simples, mais qui pour moi ont un impact énorme quand je les pratique régulièrement, quoi. Et pour tout le monde en vrai. Moi, tous mes clients, il n'y a pas une fois où j'aborde pas ce sujet de Ouais. Ok, tu sais que ça te fait du bien, pourquoi c'est pas dans ton agenda? Pourquoi tu acceptes que ça passe derrière une réunion, derrière une etc. Si c'est ce qui te permet d'être, 1, heureux et 2, performer. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je vois que tu es très confrontant dans ta manière d'aborder ce sujet-là. Ouais. Moi, la question que je me pose quand tu dis ça, j'ai été parfois très confrontant avec moi-même. Pourquoi tu fais pas ça? Et ça m'a quasi parfois créé l'effet inverse où il y avait de la culpabilité parce que je ne faisais pas ce que je savais me faisait du bien. Toi, je suis curieux, comment est-ce que tu gères parfois la culpabilité de tes clients qui peuvent ressentir s'ils ne font pas ce qu'ils savent qui pourrait leur faire du bien? Ouais, c'est une bonne question. Je l'ai peu vécu. Peut-être que je suis moins confrontant avec eux que je le suis là dans l'explication. Ok, d'accord. Par contre, ça a été un thème, je pense, récurrent dans ma vie de on sait tous en fait ce qui nous fait du bien. Très généralement, c'est pas la gratification instantanée. On est plutôt sur du temps long, on est plutôt sur laisser de la place à, que ce soit dans l'activité, je trouve, physique, en tout cas je vais parler pour moi, dans l'activité physique, dans la relation, même dans la production, tu vois. Et donc je vois bien qu'en fait, ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de me laisser du temps et d'investir du temps, en fait, de donner ce temps-là aux gens quand je suis en coaching avec eux. Là, en podcast, à vraiment être présent et tout faire pour, quand j'arrive,
j'ai pas l'anxiété et le bruit intérieur dont tu parlais. Ça t'arrive aussi, du coup? Bah ouais, parce que j'écris énormément. Ok. Je suis d'accord avec toi, ça se fait pas naturellement. Et quand j'écris pas, oui, la réalité, c'est qu'il y a plus de bruit. Ouais. Il y a comme moi, j'appelle pas ça du bruit, je dis que c'est un brouillard. Cognitive fog. Il y a un brouillard intellectuel. Brouillard mental, ouais. Exactement. Ouais. C'est en fait l'opposé de la clarté mentale. Moi, en fait, aujourd'hui, ce que je fais, ce qui me rend le plus heureux, c'est d'être dans un état de clarté mentale. Parce que ça me permet de faire tout le reste, tout ce que je veux. Et un peu comme toi, j'ai aussi beaucoup joué aux jeux vidéo à un moment. Ça m'arrive encore de temps en temps. Je suis plus apaisé aussi. Et je voyais bien qu'en fait, j'étais tellement dans la quête de la dopamine que du coup, tu ne peux plus penser qu'à ça. Il n'y a plus que ça qui compte. Le reste n'a plus de saveur. Et je voyais que en fait, ça polluait mon esprit parce que j'étais pas dans ce qui comptait vraiment pour moi. Il y a eu une bascule pour toi un jour ou... Non, je pense que c'est... Et je vais refaire le parallèle aussi avec toi, ce que tu l'as fait avec la pornographie, c'est qu'il y a plein de moments où le jeu vidéo, t'en as envie, puis au bout d'un moment, ça te dégoûte, t'en as plus de ton envie. Et donc, je pense que c'est que le temps que je passais pour être dégoûté, avec le temps, il s'est vachement réduit. Quand j'étais adolescent, je pouvais jouer... j'ai joué des années, tu vois. À quoi? Par exemple, à Dofus. Je passais énormément de temps sur Dofus. Et pendant le Covid, j'y ai rejoué. Mais j'y ai rejoué 3 mois. On a déjà parlé de Dofus à 2 ou... Ouais, je crois. Ouais. Ah, ok. Parce que tu sais que j'ai joué aussi. Ouais. Pas mal, je crois qu'on en a parlé. Ça me fait rire. Ok. Et pendant le Covid, j'ai rejoué. Et en plus, il y a eu plusieurs vagues de Covid. Donc, voilà. Récemment, j'y ai rejoué. Mais en fait, j'ai dû y rejouer 2 mois, tu vois. J'y rejouais pas genre des années, etc. Et c'était plus... C'était plus 6 heures par jour, c'était plus je passe la nuit dessus et quand mes parents arrivent, hop, j'éteins l'écran pour surtout ils sachent pas que je suis en train de jouer. Et donc je pense qu'il y a eu cette opposition-là vraiment que moi j'ai perçue de tout ce qui est gratification instantanée. Je vois bien que ça ne me procure pas de bonheur, mais ça me procure du plaisir. Et donc peut-être que ma méthode elle est pas la bonne, mais j'ai diabolisé ces choses-là dans mon esprit. En disant c'est le mal, je veux surtout pas m'en approcher, pour ne plus en avoir envie. Je te donne un exemple. J'ai plusieurs exemples. Ça fait 8 ans que je suis végétarien. Et j'ai dans ma tête diabolisé la viande pour ne plus y aller. Prendre l'avion, c'est la même chose. Aujourd'hui, ça représente un truc qui est tellement gros pour moi, qui a tellement de poids, que ça me coûte beaucoup d'y aller. Alors qu'en réalité, je pourrais aussi dire, en fait, lâche prise, c'est au final pas très important. Tu peux manger un steak en famille le dimanche, tu vois. Mais il y a de la peur derrière, du coup. C'est comme si j'avais créé une peur. Si j'avais mis tellement de poids sur ce truc-là, que ça me permettait facilement de l'éviter. Et donc, j'étais plus dans le plaisir quand je le faisais ou consommais, parce que j'ai rattaché beaucoup d'énergie négative. C'est intéressant, du coup. Moi, quand je parlais de peur, la question que je me posais, c'est si tu n'avais pas peur que si je ne diabolise pas ça, et donc du coup je le laisse comme quelque chose qui est autorisé, il y a une possibilité que je puisse retomber dedans, et ça on ne veut pas, donc vaut mieux diaboliser, par peur de retomber si jamais c'est ok, quoi. Mais en vrai, aujourd'hui, sur l'avion, plein de gens autour de moi prennent tout le temps l'avion, il y a plein de gens qui comprennent pas que je ne prenne pas l'avion, et c'est même un sujet avec ma meuf, tu vois. Moi je dis, non, c'est genre un courrier max par an, et peut-être un long courrier, ce qui est dit, c'est que c'est un long courrier tous les 8 ans, tu vois. Mais en vrai, même le long courrier, j'ai du mal à l'imaginer. Ou alors, il faut que je me dise, ah non, j'ai une raison pour le prendre. En fait, j'arrive pas de moi-même à prendre cette décision pour moi. Donc, je me trouve des excuses, ou je me trouve des raisons. Ouais, on sent une forme d'emprisonnement quasi dans cette... Oui, c'est comme si j'avais créé des nouvelles injonctions pour moi. Un petit peu. Enfin, de l'extérieur, je me dis, tiens, intéressant. J'adore que ce soit... On a inversé le rôle de l'interview. Ouais, et je pense qu'en fait, c'est... Comme moi, j'ai vraiment été éduqué dans ce que je dois faire, c'est facile pour moi aujourd'hui, avec mes valeurs, mon système de valeurs, de choisir les injonctions auxquelles j'ai envie de me plier. Et donc, même si aujourd'hui j'ai l'impression d'être dans le devoir par rapport à ça, il y a eu un moment où j'ai eu la liberté de m'imposer ces injonctions-là. Mais ça veut dire que du coup, je vis avec de la rigidité, et comme je dis toujours à mes clients, la rigidité, c'est l'opposé du vivant, puisque le vivant, c'est le mouvement. Waouh, elle est pas mal cette phrase. Ouais, mais du coup, j'ai peut-être envie de rajouter du mouvement dans ces choix-là, je sais pas.
En fait, je trouve ça tellement plus facile de se dire j'ai construit cette règle et je m'y plie. Comme ça, j'ai pas la tentation, comme tu dis. Euh, Et c'est comme si, par exemple, je m'étais dit, pour performer et être épanoui, je vais construire toute cette vie-là et tout cet ensemble de règles qui me permet d'y aller. Et plus je suis strict sur ces règles-là, moins j'ai de chances de fauter, de sortir. Ouais, moi ça me fait penser au concept de flow, tu vois. Ouais. Où le flow, c'est en anglais, il est génial ce mot. J'ai pas de mot français, c'est peut-être le mot qui se rapproche le plus, c'est fluide. Flow, c'est vraiment pas de règles, je flow, je m'écoute juste, je suis dans le flow de ce que je ressens, je suis dans le flow du présent. Et c'est sûr que si on a de la rigidité, dans notre chemin de vie, entre guillemets, on va s'empêcher d'aller dans certaines directions, de faire certaines choses par moment, parce qu'on s'est interdit de le faire, alors que sur le moment, ça aurait pu nous paraître juste, comme prendre l'avion parfois, manger un steak, j'en sais rien, même si je pense pas que ce soit... J'en sais rien d'ailleurs, que ce soit... Ça arrive peut-être. Mais voilà, si j'ai l'envie, en fait, il faudra que je me l'autorise. Et la réalité, c'est que je le fais parfois. Il faudrait, je sais pas, mais... C'est vrai. Tu vois, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser à... Peut-être qu'on divague, mais je suis en pleine préparation de mariage en ce moment. Et ça faisait écho avec ce que quelqu'un m'avait dit il y a très longtemps de ça, au moins une dizaine d'années. Quand je me suis marié, j'ai juré fidélité, mais j'ai juré fidélité à moi-même, pas à mon partenaire. Et je me dis, mais en fait, du coup, une vie alignée, une vie en... Pour faire le lien avec la première question que je t'ai posée, est-ce que tu es heureux aujourd'hui ? En fait, c'est une vie où on est aligné avec ses valeurs et où on se choisit soi. Bah ouais, enfin, je suis hyper d'accord. On a beau promettre ce qu'on veut à qui on veut autour de nous, on peut mentir, on peut faire des choses en cachette. Et pour moi, la première variable, justement, pour se sentir bien au quotidien, c'est l'intégrité, notre intégrité, quoi, intérieure avec soi-même. Qui est d'ailleurs, je pense, l'une des grandes variables de la confiance en soi. C'est si je dis que je fais ça et que je fais pas ça, à l'intérieur, je me sens un peu comme faible, pas capable. Comment est-ce que je peux me sentir confiant de réaliser la prochaine chose que je veux dire que je vais faire si les 2, 3, 4 dernières choses que je me suis dit, je les ai pas fait. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'appelle ça l'estime de soi, donc la capacité à pouvoir compter sur soi-même. Je pense que c'est exactement la même chose. Ouais, c'est des sujets qui se rapprochent beaucoup, confiance et estime. Juste avant qu'on commence, tu m'as parlé de une image ou une grande leçon de où est-ce que tu en es aujourd'hui, de tes compréhensions des choses, etc. Est-ce que tu veux nous la partager ? Ouais, j'étais dans le métro, j'écoutais un peu de musique et je me disais, c'est vraiment dense en ce moment, tu vois. Et donc c'est une période où j'ai moins de réalisation, où franchement je kiffe ma vie, c'est très dense. Mais je sais pas, il y a un truc qui me suis venu, c'est je pensais à la vie, ça va peut-être faire un peu perché, parce qu'en fait je pensais à notre échange, je me suis dit tiens, de quoi on va bien pouvoir discuter, est-ce que je vais pouvoir aussi apporter de la valeur dans un échange comme celui-ci. Et je sais pas, j'ai cette image de jeu de la vie qui s'est venue en fait, c'est quoi un peu l'objectif ou de la vie. Et moi je dis souvent en fait pour moi la vie c'est comme un jeu quoi. Et moi au quotidien j'essaye de jouer ma vie au mieux pour prendre du plaisir quoi. Et je continue un peu dans la métaphore et je dis parfois on prend un peu trop la vie au sérieux et dans ce jeu on cherche absolument à gagner quoi. Et c'est sûr quand on cherche trop à gagner on regarde uniquement la finalité et on prend plus du tout de plaisir quoi. Et d'ailleurs, quand on cherche trop à gagner, les gens qui jouent avec nous ou qui sont autour de nous, ça les fait pas kiffer non plus parce qu'on cherche à écraser les autres par nos réussites. Donc voilà, j'étais un peu sur cette métaphore de jeu de la vie où il y a ceux qui veulent absolument gagner ou qui ont la sensation que la vie est un jeu à gagner. Alors pour moi, avant tout, c'est un jeu à vivre selon nos propres règles. Et il y a aussi ceux qui, dans ce jeu-là, parfois sont un peu spectateurs. Tu vois, ils jouent, ils lancent juste les dés. Et ils ont 4 et ils réfléchissent pas trop à quel coup ils peuvent faire, ils cherchent pas forcément à stratégiser entre guillemets et ils se retrouvent dans une vie qui leur correspond pas vraiment parce qu'ils ont juste suivi le fil du jeu. Et voilà, et moi ma petite réflexion à ce moment-là, c'est que je pense qu'il y a un genre de sweet spot, c'est de faire en sorte qu'on soit suffisamment investi dans le jeu de la vie pour optimiser, regarder ce qu'on fait bien, regarder quelle stratégie on pourrait faire, où on a envie d'habiter, avec qui on a envie de passer du temps,
qu'est-ce qu'on va faire de notre quotidien, qu'est-ce qu'on peut changer, faire de nouveau, sans forcément prendre tout ça trop au sérieux, parce que sinon, où est-ce qu'on va habiter, avec qui on va passer du temps, ça amène de la tension en fait, et on n'est plus vient cristalliser les choses. Dans l'être, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, gagner le jeu, enfin tu gagnes quand tu joues. Quand tu gagnes quand tu comprends que l'intérêt c'est le jeu et pas la ligne d'arrivée. Chaque fois que tu joues, tu gagnes. Ouais. Et j'aime bien encore, si je file la métaphore, c'est... la vie, c'est aussi un jeu de hasard, en fait. Enfin, on lance les dés en permanence. On fait des choix de vie. On va dans des endroits. On s'entoure de personnes sans savoir si, au fond, ils méritent notre confiance. On pense que oui. On pense qu'on va être heureux. On fait des paris, en fait. Et même si même le hasard, on l'a dès notre naissance, en fait. On sait pas... c'est peut-être l'une des premières inégalités de la vie ou la plus importante, c'est on ne choisit pas où on est, qui sont nos parents, leur fortune ou le fait qu'ils soient endettés. Ça, on ne choisit pas, quoi. Mais par contre, c'est le jeu qu'on nous donne, le jeu de cartes, et on peut faire un peu ce qu'on veut à partir du jeu qu'on reçoit. Voilà, faire des paris, essayer des trucs. Et je pense que c'est un peu, moi, ce que j'essaie de faire de ma vie, comme récemment, reprendre un CDI alors que ça fait 5 ans que je suis à mon compte, et me dire, mais qu'est-ce que je fous ? C'est un pari. C'est un pari, et c'est un pari gagnant, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule manière de savoir que ça va me plaire, c'est d'essayer. Et j'ai l'intuition que ça va me plaire. Et de toutes les façons, si ça me plaît pas, je peux changer, quoi. Ouais, t'es très libre, tu pourras rejouer autant que tu veux. Ouais, et c'est un jeu pour moi, ce CDI. En fait, je m'éclate. Et je me fais marrer à voir que ma vie prend des directions régulièrement différentes. Juste parce que je m'autorise à le faire, et parce que j'ai appris à m'écouter en temps réel, pour ajuster, même si parfois la direction dans laquelle ça embarque, je suis un peu en mode, on est sûr de ça, là ? On est plusieurs dans ma tête. C'est fou À nouveau, moi je trouve que je suis assez impressionné par la capacité que tu as à t'écouter et à dire, ok, là, maintenant tout de suite, c'est ça dont j'ai envie, etc. Enfin, pour moi, c'est l'opposé. S'il y avait un spectre entre plaisir personnel ou instinct et injonction, moi qui ai été éduqué très dans l'injonction et qui chemine doucement vers l'autre côté du spectre, je trouve ça très très impressionnant. Ouais, bah là je peux clairement remercier mes parents, parce que moi, ma mère, elle fait du théâtre, de la musique, de la danse, de la natation. Elle est engagée dans 15 assos différentes, elle fait du coaching, elle est psychologue. Ils ne s'arrêtent pas de faire des trucs qui les rendent heureux. Et je pense que c'est la plus belle éducation que j'ai pu recevoir à ce niveau-là, qui était loin d'être parfaite, mais de toute évidence, comme toutes les éducations. Mais j'ai eu quand même des parents kiffeurs, quoi. Et c'est vrai que du coup, moi, ma première variable de vie, c'est est-ce que ça me fait kiffer ? Oui, non. On n'a pas la réponse. Dans le corps, ça se sent comment ? Ah, ça se sent plutôt bien. Vas-y, on essaye. Ça se sent pas bien du tout. On va pas se raconter une histoire, on n'y va pas, quoi. T'as d'autres frères et sœurs ? Ouais, on est 4. Et eux, ils vivent la même chose que toi ? Ouais, quand même, hein. Moi, ma grande sœur, rapidement, elle est hyper engagée dans ce qu'on appelle les maisons Lazare. Donc, ils accueillent 3 personnes qui essayent de sortir de la rue, et qui les mettent. Donc, c'est une coloc, en fait, avec 3 personnes qui essaient de sortir de la rue et 3 jeunes actifs. L'objectif, c'est vraiment créer une cohésion pour permettre à des gens qui sont dans la rue de s'en sortir, exactement. Mais voilà, elle est aussi mère de famille de 3 enfants. Elle est pas si vieille, hein. Puis elle est dans son taf qu'elle kiffe. Elle fait de l'entrepreneuriat dans son boulot depuis près de 10 ans. Et donc tu sens que dans ses choix de vie, il y a pareil cette boussole du kiff et cette recherche. Vraiment, c'est hallucinant. Et moi, mon petit frère, c'est pareil. Enfin, il est chirurgien sur la côte. Il fait du sport tous les jours. Cette année, il s'est pris 2 semaines de vacances. Il a fait Norvège-Islande en bateau. Pendant ses études de médecine, il a dit je vais me faire une année sabbatique, ce qui arrive très rarement pendant les années de médecine. Il s'est fait un tour de l'Atlantique à la voile. Mon petit frère, mon père a traversé plusieurs fois l'Atlantique à la voile. Enfin voilà, je veux pas du tout me la raconter sur ma famille. Ils vont se marrer s'ils m'entendent dire ça d'eux. Mais c'est vrai que ma petite sœur, c'est peut-être la pire dans tout ça, quoi, qui en plus vit une vie de kiff tout en étant très engagée. Moi, il m'inspire énormément, ma famille, quoi, à ce niveau-là. Au final, c'est pas du tout perché.
Qu'est-ce que j'ai dit qui t'a fait penser que j'étais perché? J'ai dit le mot perché ou... Non, mais t'as dit, ma famille, ils vont se foutre de moi s'ils entendent ça. Je etc. pense l'humilité, c'est une valeur hyper importante chez nous et on est plutôt pudique, je pense, sur ce genre de choses, c'est vrai. Donc, je pense qu'on n'a pas l'habitude de parler de Ouais, mais là, nous. c'est en fait pas vrai. Enfin, c'est comme si, en gros, au lieu d'avoir. Pour moi, la pudeur, elle vient quand c'est quelque chose qui est socialement pas acceptable. Ouais, Mais là, on est juste en train de dire que, en gros, les gens, enfin, ta famille est globalement heureuse et, pour reprendre ta métaphore, sur le jeu de la vie, est en train de vraiment prendre du plaisir à jouer. ouais. Moi, pour moi, il casse le game un peu, tu vois, Ok. d'une certaine manière. En tout cas, c'est super inspirant. Bah, c'est vrai que si on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, vrai ou pas vrai, on est clairement influencé par qui avec on passe du temps. Et quand il y a des gens autour de nous qui font autant de choses qui les rendent heureux, bah, c'est des idées en plus, c'est du bon bruit en plus qui te fait un peu réfléchir, quoi. Et je pense, moi, c'est l'une des plus grandes chances que j'ai eues. J'ai fait une école de commerce à Toulouse et on avait une bonne bande de potes. On a listé ensemble, tu vois, pour faire des assos. Et aujourd'hui, on est quasi tous entrepreneurs, mais quasi sans aucune exception, avec comme Étoile polaire. comme étoile polaire, clairement, l'épanouissement, le quotidien et le kiff, quoi. Il y a des choses sur ta bucket list, entre guillemets, donc dans ta liste de souhaits qui pourraient arriver dans les années qui viennent? Bah, j'ai fait un dîner Time Left il y a 2 jours, qui sont des rencontres avec des inconnus. Donc c'est un dîner du coup, et j'ai rencontré à côté de moi un mec qui est hyper sympa, qui est pilote d'avion. Oh, wow. Et il était avant dans l'armée de l'air pendant 8 ans et on a méga sympathisé. Et directement, je dis, mais mec, je veux absolument aller dans un avion. Son avion, du coup, un A320. Et je veux être dans la banquette arrière. Il me dit, est-ce que c'est possible? Il me dit, mais mec, mais quand tu veux. Ça, je pense, c'est l'un des trucs qui me rendrait le plus heureux, tu vois. Parce que jamais de ma vie, j'ai imaginé que ce serait possible pour moi. Mais alors, si je fais ça, c'est bon, je peux mourir tranquille, tu vois. C'est tout bête, hein, mais... C'est énorme. Moi, d'ailleurs, j'ai quasi pas de bucket list, tu vois. Enfin, les gens, ils ont plein de bucket list. Moi, en général, si j'ai un truc qui me fait envie, ça peut faire un peu... ils se la racontent, mais en général, je sais pas, je le fais, quoi. Enfin... Mais tu le rends réel. Ouais. Enfin, moi, sur ma bucket list, c'est plutôt des trucs un peu comme... Des trucs que je... Enfin, moi, ce qu'il y a sur ma bucket list, entre guillemets, c'est des trucs qu'au fond, j'aimerais faire, qui correspondent un peu à ce que tout le monde fait naturellement, mais que moi, je fais pas naturellement. Par exemple, peut-être ce serait bien un jour de se poser dans un endroit. Okay. Ce serait bien un jour de... Moi, j'aimerais bien acheter une ferme, tu vois, pour avoir des retraites, etc. Ça, c'est un rêve. Ok. Hoster des séminaires, etc. Okay. Ça, c'est des trucs un peu qu'il y a sur ma bucket list. Mais sinon, les trucs un peu foufou, ça... Bah, vu que ça fait 5 ans que j'étais à mon compte et que je me débrouillais plutôt bien, je pouvais faire vraiment ce que je voulais. Enfin, ça manquait de structure et de cohérence quasi parfois. Donc moi, c'est plutôt sur ce qu'il y a sur ma bucket list, c'est trouver quelqu'un. Mais ça me ferait grave plaisir d'avoir une partenaire, une nana, tu vois. Me poser, peut-être faire des gamins, etc. On a le temps et je suis pas attaché à ça, tu vois. Mais plutôt des trucs un peu classiques, quoi, qui sont sur ma bucket list. Ok, c'est ouf. En même temps, c'est très inspirant. Je sais pas. Moi, je trouve ça très inspirant. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir il n'y a pas de dream big, quoi. Ou alors le dream big, il peut être dans le détail du quotidien et à quel point juste t'es dans ton chemin et t'es bien là. Ouais. T'as un truc, toi, en particulier sur ta bucket en ce moment? C'est drôle, je pensais à ça quand je posais la question. J'étais en mode, c'est quoi mon sujet? Et je sais pas pourquoi, il y a la diagonale des fous qui me travaille. Ah ouais, mortel. Ouais, mais en même temps, est-ce que c'est pas genre juste un truc que les gens accrochent? Enfin, tu vois, c'est quand même valorisé socialement. Est-ce que c'est vraiment mon désir à moi? Qu'est-ce que je viens chercher là-dedans? Enfin, tu vois, récemment, il y a un de mes meilleurs amis qui m'a beaucoup fait grandir. En tout cas, qui m'a apporté une réflexion que j'ai trouvée absolument passionnante. Il a fait le tour du Beaufortin avec son frère en une fois, comme une course. Mais il n'y avait pas de course, pas de dossard, rien du tout. Il l'a fait pour lui et pour son frère. Et il me dit, mais en fait, qu'on aille au bout ou pas, j'ai réussi. Parce qu'on a tout fait, toute la préparation, on y allait ensemble, on a ce projet commun, en fait. Et juste de partager ce projet commun, c'est ça ma ligne d'arrivée. Et j'étais là en mode, bah ça, c'est absolument incroyable. Et donc, qu'est-ce que ça m'a fait déclencher? Qu'est-ce que ça a déclenché chez moi? J'ai proposé à mes 2 frères de faire, un truc très con, je viens d'emménager à Marseille, mais Marseille, Aix-en-Provence, en trail, en une fois, c'est peut-être 50 bornes, tu vois. Un truc que j'ai jamais fait. Mais juste pour le kiff de le faire et de le partager avec eux. Mmh. Et je me dis, mais en fait,
peut-être que la diagonale des fous, telle que j'aimerais la faire, c'est pas du tout la course officielle, etc. C'est pas le sujet du dossard. En fait, c'est le sujet de l'expérience personnelle et de l'aventure que je pourrais vivre dans ce truc-là qui va forcément me dépasser. Tu vois. Ouais, carrément. Tu vois, j'étais très inspiré par, on va dire mon beau-père, mais en tout cas le mec de ma mère actuel, qui a fait déjà 3 UTMB et cette année a fait la TDS. Donc la TDS, c'est l'UTMB, c'est l'ultra trail le plus connu dans le monde, 180 bornes et 10 000 mètres de dénivelé. Et la TDS, c'est juste la petite sœur qui ne fait que 140 km, mais tout autant de dénivelé, donc encore plus difficile. Et je trouvais ça intéressant qu'il continue à accrocher des dossards, etc. Et lui, il dit, mais en fait, c'est les moments où je me sens le plus vivant. Ouais. C'est des moments où de toute façon, t'es tellement dans l'intensité de ce que tu vis que t'es plus dans ton brouillard mental, tu vois. Il n'y a plus rien qui compte d'autre que ce que t'es en train de vivre. Et en fait, moi, je vois bien que ma bucket, si elle peut se remplir, c'est de projets comme ça. Et en vrai, t'interviewer en podcast et être vraiment présent, bah, ça nourrit ma bucket, entre guillemets. Bah, ça me touche. Et c'est pour ça, je pense qu'on va créer d'autres projets et qu'il y a des choses qui vont arriver. Mais si je peux remplir mon quotidien de moments où je suis dans l'instant présent, et bah, comme toi, je suis dans la réussite de mon propre jeu. Ouais. C'est clair. Après, il y a toujours plein de choses qui arrivent, des déconvenus, il y a toujours du brouillard mental. Enfin, tu vois, c'est la vie, quoi. Il y a 50% de positif et 50% de négatif, et c'est OK. Ah ouais, c'est intéressant. Il y a 50% négatif et 50% positif. Je me dis, en tout cas d'un point de vue biochimique, notre corps, il sera composé toujours et il produira 50% de marqueurs biochimiques, de neurotransmetteurs qui vont amener à des émotions négatives et 50% qui vont amener à des émotions positives. Et après, la grande question, c'est qu'est-ce que tu nourris ? Parce que l'émotion, elle peut venir et elle passe en 3 minutes, neurologiquement. Ouais. C'est intéressant, je pense que j'ai un biais pour le mot négatif, je l'utilise jamais. Je pense c'est... alors, je vais le reformuler, t'as raison. D'émotions désagréables. Émotion désagréable. Et même expérience négative, je l'ai jamais... je pense que je peux pas regarder aujourd'hui une seule chose que j'ai vécue et dire c'était négatif, quoi. Alors, ouais. Je pense que je l'utilise dans son terme de connotation sociale. Ouais, connotation sociale. C'est genre la tristesse ou la colère, c'est connoté socialement négativement. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est surtout désagréable. Ouais. Et pas toujours, pour le coup. Ça peut être hyper agréable de se mettre en colère pour quelqu'un qui se met jamais en colère, tu vois. Comme ça peut être hyper agréable de pleurer parce que ça relâche des trucs qu'en général, t'arrives pas à laisser partir et il y a que les larmes. Tu te dis, oh, c'est ouf, pourquoi je pleure ? Et comme tu peux aussi pleurer de joie. Mais c'est très social, je suis hyper d'accord avec toi. Ouais. Du coup, ça amène à ce que je disais juste avant, mon objectif, c'est le détachement. C'est que quoi qu'il arrive, je profite de ce qui se passe. Même si c'est désagréable sur le moment ou connoté négativement. Ouais, et ce qui est désagréable sur le moment... Ça fait souvent... Ce qui est désagréable sur le moment permet souvent d'apprendre sur soi et donc du coup de ne plus reproduire ou de faire plus attention et de se sentir plus éveillé, tout simplement, quoi. Bah, moi, ce que j'adore en ce moment chez moi, c'est voir où est-ce que je me fais trigger. C'est-à-dire où est-ce que j'ai une réponse émotionnelle très forte à quelque chose qui m'arrive. T'as un exemple ? Oui, ma fille l'autre jour est tombée. Donc ma fille a 1 an et demi. On était en trottinette, elle est passée par-dessus la trottinette, elle est tombée par terre. Et j'ai senti une vague de violence, je peux pas contrôler ce qui se passe en fait. Ouais. En vrai, ce que ça veut dire de moi, c'est je suis impuissant et je dois accepter cette impuissance, puisque de toute façon, je ne peux pas tout contrôler et des choses arriveront. Mais sur le moment, j'ai une intensité émotionnelle qui est tellement forte que je peux pas faire autrement que de la vivre et d'avoir l'impression pas de mourir, mais il y a un truc qui me sort de moi là, et je peux pas du tout le contrôler, je suis là à la merci de ce truc là. Ouais. Et donc là où je veux en venir, c'est que c'est un vrai terreau, je trouve, un terreau fertile pour dire ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant d'intensité, qu'est-ce que ça déclenche en moi, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc après, avec le recul, je me dis bah voilà, en fait ce que ça explique, c'est que quand je suis pas dans le contrôle, il y a un risque. Et donc, en réalité, ma fille, elle va se blesser toute sa vie et je serai impuissant. Il faut que je me détende, tu vois. Ouais, intéressant. Il faut que... Dans le sens où si je me détends pas, j'aurai toujours autant d'inconfort. Ouais. Donc, c'est pas il faut que, mais c'est vrai. Je t'ai déjà dit, je suis beaucoup dans le devoir et l'injonction. Ouais. J'aimerais ne pas avoir autant une réponse émotionnelle aussi forte que ça. Ok. Mais question, est-ce que tu crois que on peut...
Enfin, moi, c'est intéressant ce que tu me partages là. Je me dis, mais c'est normal. C'est la personne peut-être mais je que pourrais avoir t'aimes le en fait, plus au monde. je préférerais que ça sorte en peur qu'en colère. C'est sorti en colère. C'est ça. sorti en colère. Ouais. C'est sorti en mais putain, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi ça, machin? Ah ouais, l'impuissance sous forme de colère. Exactement. Ok. Et en vrai, j'ai eu peur. Bah la colère, c'est de la peur de toute façon, toujours. Oui. Oui. Mais moi qui avais du mal à aller chercher dans ma peur, avec ma fille, j'ai découvert ça. Ou surtout chercher dans ma colère. Et du coup, que ce soit le médium privilégié pour exprimer ma peur en ce moment, évidemment que ça me chamboule un peu parce que c'est très très différent de ce que j'ai connu jusqu'ici. J'ai pas peur pour moi, j'ai jamais eu peur pour moi. Je me suis cassé 1000 trucs, j'ai failli finir tétraplégique deux fois. La peur n'existait pas dans ma vie avant qu'elle arrive, je pense. C'est ça qu'il y a de beau avec l'amour, quoi. Oui, en fait, ce que je me dis aujourd'hui, ou là où j'en suis, c'est que quand t'aimes réellement, t'as vraiment peur de perdre. Et donc ça déclenche un truc nouveau chez toi que si t'es dans ton vase clos de toi à toi-même, tu peux pas vraiment expérimenter. Ouais. On est parti dans tous les sens. Ouais. Mais en même temps, je le savais. Ça m'étonne pas. Est-ce que t'as envie de dire le mot de la fin? Est-ce que t'as envie de rajouter quelque chose? Non, je sais pas, j'aime bien cette phrase. C'est la première fois qu'on s'est vu, tu m'as dit est-ce que je peux t'aider? Tu vois. On a déjeuné ensemble et c'était trop cool. Et moi, je sais pas, sur le moment, je t'ai dit je sais pas, mec, sois heureux, tu sais. Je pense que c'est un peu le truc que j'ai encore envie de dire. Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire à soi et aux autres, c'est de se sentir bien, quoi. En tout cas, moi, je veux bien que quand je me sens bien, ce que je suis pour les autres, pour la société, à travers ce que je montre, c'est ouf, quoi. Je pense qu'on a beaucoup besoin de ça dans une période où, à mes yeux, ça n'a jamais été aussi difficile d'être bien. Parce que je pense que notre attention aujourd'hui n'a jamais été autant en compétition avec les plus grands réseaux sociaux du monde et pas que. Et qu'aujourd'hui, on est dans une complexité du coup d'accès à soi qui a jamais été aussi importante. Et donc pour moi, le plus beau cadeau qu'on peut faire pour soi et pour les autres, c'est d'essayer de conscientiser ce qui nous fait pas du bien, conscientiser ce qu'on fait qui nous éloigne de nous-mêmes, pour permettre de nous sentir mieux premièrement et de répondre aussi aux enjeux qui nous entourent, qui sont nombreux, quoi. Oui, c'est comme si le téléphone, Internet, les réseaux sociaux, ça avait décuplé de manière exponentielle le brouillard mental qu'on aurait pu avoir naturellement, juste du fait d'être un humain comme ça au milieu de la société. Et là, on est tellement bombardé de choses que d'un coup, le niveau, la barrière à l'entrée, quoi, elle est méga haute. T'es en 2000 ou en 1995, tu te balades dans la rue, le seul truc qui peut attiser ton regard, c'est, je sais pas, le Canard enchaîné ou le journal, tu le prends, tu lis 2-3 pages, tu le poses. Aujourd'hui, tu as ton portable qui vibre, donc t'es dérangé. T'avais pas un journal qui te vibrait, tu sais, je suis là, lis-moi, tu vois. T'ouvres ton truc, t'as possiblement 15 notifications de couleurs, des gens qui commandent, qui like, etc. T'ouvres une application parce qu'on a commenté ou on t'a envoyé un message, et boum, là, est projeté sur toi le contenu qui est le plus susceptible de t'intéresser tout de suite, compte tenu de l'analyse de milliers, voire même de millions de petites données sur toi, dont la plupart tu es inconscient, qui va te permettre de te distraire, quoi. Donc en fait, ça c'est quand même unfair, quoi. C'est c'est pas un combat à notre avantage, en fait. On est perdant de base. Ouais. Et si on conscientise pas l'emprise que ça a sur nous et qu'on met pas énormément d'intention pour rester au contrôle avoir le contrôle sur ces outils qui sont des outils. Or, aujourd'hui, on est l'outil de ces outils, malheureusement. On vit beaucoup moins, quoi. Ça fera une très bonne transition parce que j'ai très envie d'interviewer un expert sur le sujet de la relation au téléphone. Moi, c'est quelque chose qui me bouffe énormément. Ouais. Et pourtant, je pense que j'ai vraiment canalisé au maximum. Mais je sens que du coup, ma relation au téléphone, elle est pas du tout détachée. Ouais. Elle est plutôt dans la haine du truc et dans la colère de pourquoi ce truc chope mon attention alors que je n'en veux pas. La diabolisation, un peu. Ah clairement, c'est mon injonction. Et du coup, il faut surtout pas que j'utilise mon téléphone, sinon je me sens pas bien. Tu vois. Ouais.
Mais donc ça fera partie, à mon avis, des prochains invités. En tout cas, c'est un thème que j'ai très envie d'aborder. Trop cool. Bah ça, on pourra en parler tout un podcast, c'est passionnant. Ouais. Je suis d'accord. En tout cas, merci beaucoup de tout ce que tu as partagé, de toutes nos discussions. J'étais vraiment ravi de t'avoir là au micro. J'espère que ce sera utile pour les gens. J'espère que vous y trouverez votre compte et vous trouverez des éléments concrets et en même temps théoriques pour être plus en conscience, être plus centré et peut-être jouer à votre propre jeu. Grave. Pour reprendre tes termes. Ouais. Bah merci Antoine de m'avoir invité. Merci à tous. Si vous nous avez regardé, j'ai passé un bon moment. C'était chouette d'être avec toi. Si on veut te retrouver, quelque part, bah vous pouvez taper Pierre Le Buan sur LinkedIn. Il m'arrive de poster de temps en temps. Et j'ai une chaîne YouTube, Pierre Le Buan aussi. J'ai des vidéos de Wim Hof, si ça vous intéresse. Et pour faire des respirations. Ouais, de la respiration Wim Hof, ouais. Instagram, Pierre Le Buan, je vais poster tout et n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est un peu ma vie finalement. Plein de choses qui font pas forcément de sens aux yeux de la société, mais qui, moi, me font kiffer, quoi. Donc voilà. J'adore. Ben, merci à toi. Merci Antoine.